Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Migrants et apprentissage des langues. Pratiques pédagogiques et approches didactiques innovantes, France, Belgique, Québec. Juliette Delahaye et Emmanuel Canu. Université de Lille. Pourquoi encore écrire sur l'enseignement des langues étrangères au public migrant? Avant de présenter notre numéro et pour en montrer l'intérêt, nous ferons un rapide état des lieux de la thématique pour la France. La publication du référentiel français langue d'intégration en 2011 signe un moment important dans les recherches portant sur l'enseignement à un public spécifique, et elle s'est accompagnée d'une intense activité scientifique. Étienne 2008, Adami 2009, Glohaguin-Vernet 2009, Adami et Leclerc 2012. Le référentiel marque également la volonté de structurer et professionnaliser un large domaine d'enseignement qui va des ateliers socio-linguistiques aux cours de français gérés par des centres de formation et des associations. Le combat a été de faire reconnaître politiquement et officiellement que la formation linguistique des migrants ne relevait pas d'une conception citoyenne de l'accueil de l'autre, prise en charge par des bénévoles investis auprès des migrants de multiples manières, extrêmement souples et attentionnés mais parfois peu formés pour enseigner. Même si le label qualité FLI a été rapidement abandonné, et officiellement par le ministère de l'Intérieur en juin 2018, cet enjeu a été en partie gagné et s'est accompagné de l'arrivée de professeurs de FLE dans les centres de formation pour adultes répondant aux appels d'offres de l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration. Naturellement, ces évolutions ne sont pas propres à la France. Elles renvoient en Europe à des politiques communes de gestion de l'immigration et de l'accueil, qui visent à la fois à mieux intégrer les migrants autorisés à rester sur le territoire national, et à renvoyer les indésirables. Au niveau des politiques linguistiques, Extramania 2012, l'institutionnalisation de l'offre de cours de FLE pour migrants trouve son parachèvement en France avec la création du DILF, diplôme initial en langue française, en 2006 et son caractère obligatoire dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration CAI en 2007. Les évolutions actuelles se situent dans le prolongement de ces innovations et visent à rapprocher les pratiques françaises des normes européennes. Le niveau en français pour pouvoir accéder à un premier titre de séjour a été élevé au niveau A1. Cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL, restant cependant parmi les plus faibles de l'Union européenne. En Allemagne par exemple, c'est le niveau B1 qui est requis, A2 en Belgique, et le CAI a été remplacé par le contrat D'. Intégration républicaine, CIR, en 2016, ce contrat renforce la part d'apprentissage des valeurs républicaines, volet culturel commun à un grand nombre de pays européens et au Canada. Par rapport aux années 1950, voire Adami 2009, le changement n'a pas été seulement institutionnel, le profil des migrants a lui aussi fortement évolué. Là où auparavant l'essentiel de la population qui bénéficiait de cours de langue était faiblement scolarisée, d'origine maghrébine et masculine, insérée professionnellement dans la France de l'industrie et du charbon de l'après-guerre, c'est désormais un public fort diversifié que les formateurs doivent prendre en charge, d'origine, d'âge, de niveau de scolarisation et de niveau en français très disparates, et souvent en ce qui concerne les bénéficiaires du CAI-CIR, en situation de précarité professionnelle. L'évolution des contours du public migrant est telle qu'on ne peut parler aujourd'hui qu'au pluriel de cette population, et l'ensemble des contributions de ce numéro en témoignent. Apprenants universitaires, Desrèches et Maisonniaux, migrants arrivés depuis peu dans le pays d'accueil, diplômés et ou faiblement scolarisés, Armadiar et Jourdain, Castello, Piccoli et Join, faiblement alphabétisés, Piccoli et Join, de faible niveau en langue, Armadiar et Jourdain ou avancés, Amiro et Al, migrants en formation Usianicia ou travaillant déjà Morel Lab, jeunes mineurs non accompagnés, Canu del Olmo. Un certain nombre de chercheurs s'est intéressé à la diversité des profils et des parcours migratoires, et l'on renverra au dossier tout récent de la revue Langage et Société 2018, consacré aux pratiques langagières et expériences migratoires. En France, l'ensemble de ces évolutions s'est accompagné d'une multiplication des supports pédagogiques pour migrants. Les réflexions didactiques portent toutes quant à elles plus ou moins sur la problématique suivante: comment améliorer l'enseignement de la langue du pays d'accueil en tant que facteur d'intégration,
voir par exemple Le Compte 2016 ou le numéro de la Revue française de linguistique appliquée consacré à la langue facteur d'intégration et d'insertion en 2014. Ce faisant se pose la question de savoir de quelle intégration l'on parle. L'emploi absolu du terme, assez courant notamment dans les discours politiques, pouvant porter à croire qu'il n'y aurait qu'un modèle heureux d'intégration à tous les niveaux de la vie sociale, citoyenne, culturelle, professionnelle et linguistique. Nombre de sociologues ont pourtant montré combien les parcours d'intégration sont différents et segmentés. Certaines populations migrantes peuvent être intégrées culturellement mais l'être beaucoup moins professionnellement, demeurant dans une relative précarité professionnelle. Inversement, d'autres parviendront à s'intégrer socialement et professionnellement, tout en préservant des caractéristiques fortes de la culture d'origine, ce qui pourrait s'apparenter à une moindre intégration culturelle, voir par exemple l'étude de Safi 2006 sur les processus d'intégration des immigrants en France. Malgré les constats selon lesquels l'intégration des migrants suit des chemins et des processus diversifiés et segmentés, on parle de processus d'assimilation segmentés, il n'en demeure pas moins que ce qui est demandé par les pouvoirs publics aux migrants et aux formateurs, c'est d'apprendre à enseigner une langue en tant que facteur essentiel d'intégration, la langue permettant l'accès à une identité républicaine pour la France, au monde professionnel, social et culturel. Face à cette exigence, la recherche en didactique et sociodidactique ne peut cependant pas constituer un outil d'application pour les instances politiques et pour un enseignement du français dont les fondements idéologiques ne sont pas clairs. Se dessine en effet en filigrane l'hypothèse discutable selon laquelle l'intégration réussie dans la société passerait obligatoirement par la maîtrise de sa langue. Comme le rappellent Huvert et al. 2017 sur 428, la corrélation entre langue et intégration est souvent pensée comme une évidence. Nous prendrons cependant en compte ce programme d'intégration par la langue, à la fois ambitieux et profondément discutable, afin de mesurer les progrès qui restent à faire. Jusqu'ici, les lignes de force méthodologiques de l'enseignement du français au public migrant ont été les suivantes. L'enseignement d'un français oral laissant une faible part à l'écrit, des contenus reliés aux situations d'urgence et de la vie quotidienne auxquelles doivent faire face les populations migrantes les plus précaires, mais aussi des contenus censés faciliter l'intégration, français professionnel et habitudes françaises, visant une population faiblement scolarisée. Le français enseigné est avant tout centré sur les bas niveaux, de l'alphabétisation à A1 à A2. L'approche didactique plébiscitée est essentiellement l'approche actionnelle. Sans vouloir remettre en cause de telles orientations, ce numéro du langage et l'homme propose néanmoins de parcourir quelques éléments clés pour une innovation et un renouvellement dans le champ de la didactique des langues à destination des publics migrants, en élargissant le point de vue à des expérimentations mises en place au-delà de la France, notamment au Québec mais aussi en Belgique. Innover pédagogiquement, c'est d'abord considérer les besoins et motivations des populations migrantes. Si dans le cadre de l'ingénierie pédagogique, il est assez évident de formuler des besoins d'un point de vue externe, ce qui serait ici le point de vue de l'institution étatique, et interne, celui des apprenants, et d'évaluer la satisfaction des apprenants, cela semble beaucoup moins évident lorsqu'il s'agit de la population migrante. Ainsi, le projet européen ILMA vise à évaluer la maîtrise de la langue par les populations migrantes en Europe et à proposer des pistes d'amélioration qui soient mieux en adéquation avec leurs besoins, mais sans faire entendre la voix des premiers concernés. L'analyse des besoins des populations migrantes peut également passer par une analyse des besoins et pratiques des formateurs, comme le propose par exemple la recherche-action de Le Breton, 2016, à partir d'entretiens avec des acteurs de la formation linguistique dans la région Haute-Normandie. Il nous a ainsi semblé tout à fait essentiel d'ouvrir ce numéro avec 2 articles qui traitent de l'évaluation de 2 dispositifs d'apprentissage par leurs utilisateurs mêmes, au Québec et en Belgique. Ahmad Wali Ahmadiar et Morgane Jourdain proposent une étude sur l'efficacité des méthodologies employées dans les cours de FLE proposés aux adultes migrants en Belgique flamande et wallonne, tandis que Valérie Amirault, Simon Collin, Alexandra H. Michaud et Mélina Martin étudient la satisfaction à l'égard de la francisation en ligne, FEL, du point de vue d'apprenants migrants au Québec. Les dispositifs étudiés sont différents, en présentiel et obligatoire pour la Belgique, en ligne et facultatif pour le Québec, destinés à des apprenants de faible niveau en Belgique et à des apprenants de niveau intermédiaire ou avancé pour le Québec.
Ces deux enquêtes montrent les écarts entre les besoins exprimés par les apprenants et le type d'enseignement qu'ils reçoivent. Elles mettent en évidence des zones à améliorer en ce qui concerne le travail sur les compétences orales et écrites avec les publics migrants. Les programmes de français pour migrants mettent généralement en avant l'oral avant l'écrit, comme l'indique très clairement le référentiel FLI 2010. Le DILF évalue ainsi des compétences très faibles à l'écrit, équivalentes à un stade de préalphabétisation marqué par la reconnaissance photographique de mots connus et l'écriture de quelques mots familiers, une vingtaine au maximum. Certaines recherches sont consacrées en France au travail sur les compétences écrites avec un public migrant, mais essentiellement pour un public analphabète dont les caractéristiques se rapprochent des publics francophones faiblement scolarisés et faiblement qualifiés, touchés par des problématiques d'illettrisme et relevant d'une formation de base. Voir les cahiers du LIDIL 45, Adami et al., 2008, mais surtout les travaux de Leclerc, par exemple Leclerc 1999 ou Leclerc 2007. L'article d'Emmanuel Canu, Pratiquer la dictée à l'expert, avec des migrants, médiation de l'enseignant dans l'apprentissage du langage oral et écrit, permet de proposer un outil pédagogique particulièrement intéressant pour des publics migrants de niveaux en langues différents. La pratique de la dictée dite à l'expert, courante à l'école primaire, permet de travailler plusieurs variantes d'oral, et notamment un oral écrivable, élaboré et formulé en collaboration avec un adulte, mais adapté au niveau en langue de l'apprenant. En ce qui concerne l'enseignement des compétences orales mises en avant dans le référentiel FLI, du matériel authentique est nécessaire, et notamment des enregistrements de situations d'interaction auxquelles peuvent être confrontés les apprenants. Nombre de recherches montrent que l'enseignement du FLE en général, quel que soit le public, s'appuie trop faiblement sur des données authentiques orales, de l'AE 2013. Dans la situation d'enseignement qui nous occupe, l'utilisation des données orales semble pourtant incontournable dans la mesure où les publics migrants vivent et doivent interagir dans la société d'accueil. Peu d'outils sont cependant disponibles et il est grand temps de réfléchir à une base de données adaptée aux besoins des publics migrants, Adami et André 2013. Il existe de plus une idée souvent répandue parmi les formateurs, selon laquelle des apprenants débutants ne seraient pas capables d'être confrontés à des données orales authentiques jugées trop difficiles à comprendre. Les examens du DILF et du DELF contribuent d'ailleurs à conforter cette idée, dans la mesure où les épreuves de compréhension orale sont constituées de documents fabriqués pour l'occasion, les documents authentiques n'apparaissant dans les exercices de compréhension orale qu'au niveau B2 du CECRL. Vanessa Piccoli et Émilie Join, dans le compte-rendu d'expérience intitulé « Retour sur un dispositif innovant », utiliser des vidéos de consultation authentique dans un module d'alphabétisation pour migrants, montre que même au niveau alphabétisation, il est possible d'enseigner le français à partir de documents authentiques oraux. Elle montre comment associer le travail sur les compétences écrites et orales, et développer la conscience métacommunicative des apprenants migrants sur leurs propres pratiques discursives, à partir de données authentiques de conversation médicale tirées du projet ANRREMILAS, réfugiés, migrants et leur langue face aux services de santé. S'il est essentiel de travailler les 4 compétences en langue, il l'est tout autant d'enseigner la culture du pays d'accueil. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un élément phare des politiques d'accueil et d'intégration en Europe et au Québec. Les migrants qui souhaitent s'insérer dans vie locale doivent comprendre, si ce n'est à terme adhérer, aux valeurs du pays d'accueil qui fondent l'identité nationale du citoyen, qu'il soit français, belge ou québécois. En France, le contrat d'intégration républicaine prévoit une formation civique qui est passée en 2016 de midi à 24 heures, et le Comité interministériel à l'intégration a formulé en juin 2018 des vœux pour proposer une formation civique tout au long du parcours d'intégration. Pour comprendre ces valeurs républicaines, il faut en apprendre la langue, hautement chargée de valeurs symboliques et d'implicites culturelles. Or pour le moment, du moins en France, les valeurs de la République ne sont que très peu un objet d'enseignement en cours de langue. On enseigne les valeurs comme on enseignerait l'histoire ou la géographie sans prendre en compte le bagage linguistique et culturel des publics migrants. L'approche interculturelle, plébiscitée au niveau européen par le CECRL 2001, comme moyen de construire une identité européenne plurilingue et pluriculturelle, est beaucoup moins mise en avant en ce qui concerne les publics migrants sur le sol français. En effet,
Il ne s'agit pas dans ce cas de forger l'identité d'un citoyen européen tolérant et ouvert envers les différentes langues et cultures qui composent l'Europe, mais de faire en sorte que les publics migrants correspondent le plus possible à une identité nationale et républicaine qui est avant tout pensée comme monoculturelle et monolingue. Le citoyen est défini par la nation française comme partageant avec l'ensemble des citoyens une même langue, le français, et une même culture républicaine, dont on peut entrevoir les contours dans le livret du citoyen, mis à la disposition des aspirants à la naturalisation française. Pour les migrants, il s'agit alors non seulement de connaître les institutions françaises, mais aussi les valeurs et symboles de la République où la trinité liberté, égalité, fraternité, est prolongée d'une notion clé du vivre ensemble, la laïcité. Il s'agit également de connaître des moments clés d'une histoire de France dont la présentation relève moins de l'exposé scientifique que du récit national digne du Petit Lavis, ce fameux manuel d'histoire de la Troisième République dont le président Emmanuel Macron est avoué récemment fort nostalgique. Sans vouloir rentrer plus loin dans le débat sur ce qui fonde cet ensemble de valeurs et leur rapport avec la notion assez controversée d'identité nationale, force est de constater que le fait de présenter à des populations migrantes des valeurs inconnues comme universelles et absolument incontestables, sans ménager un dialogue entre des cultures et des univers de référence différents, c'est raviver une certaine conception de l'intégration comme assimilation et négation de la culture de l'autre. Or, l'approche interculturelle qui possède également plusieurs référentiels, dont le cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures 2009, serait un moyen efficace pour introduire des réalités différentes de celles que connaissent et ont vécu les populations migrantes. Un certain nombre de chercheurs et didacticiens militent pour l'intégration des approches interculturelles dans l'enseignement des langues à un public migrant, mais cela concerne surtout, et de manière assez ancienne, les élèves allophones, voir par exemple les travaux de Auger et parmi les plus récents Auger 2014, Coste, Auger et al. 2013. En revanche, le dernier symposium du Conseil de l'Europe sur l'intégration linguistique des adultes migrants en Europe ne traite pas cette thématique, BACO 2017. 3 articles de notre numéro montrent à quel point pourtant l'approche interculturelle est nécessaire et importante avec des publics migrants. L'article de Christelle Maisonio et Mira Derech, simplement partagé, sans question. Empathie et émotion dans un projet télécollaboratif centré sur l'autobiographie, présente un dispositif de télécollaboration centré sur l'expression des émotions à travers le récit autobiographique, à partir de textes littéraires, auprès d'apprenants migrants à l'université. Comme l'explique bien Vermeaux 2017, la migration comme expérience émotionnelle permet de comprendre les sentiments d'appartenance, les identifications à des représentations et à des images mentales. La réflexivité et l'activité biographique sont également des moyens éprouvés en didactique des langues pour construire l'identité plurilingue et pluriculturelle et favoriser le décentrement. La contribution d'Anne Morel-Lab, description et analyse d'un dispositif d'intégration sociolinguistique de migrants en France, le montre parfaitement. L'auteur propose un compte-rendu d'expérience autour d'un dispositif de présentation de soi à l'écrit et à l'oral avec un public migrant salarié de la fonction publique territoriale. Le retour sur soi doit être accompagné d'un travail sur les processus d'intégration et d'identification à la culture d'accueil. Comment favoriser le dialogue avec cette dernière ? Comment faire en sorte que les populations migrantes se sentent partie intégrante d'une société nouvelle pour eux, et dont ils connaissent mal les codes ? L'utilisation des médias sociaux peut, dans ce cadre, être un outil particulièrement efficace. Dans son compte-rendu d'expérience intitulé « Inclusion numérique et échanges interculturels sur le web social pour favoriser l'entrée dans l'écrit », Edna Castello montre que les forums sociaux constituent un instrument de travail en autonomie sur l'écrit, et surtout que l'implication émotionnelle et citoyenne des apprenants dans les forums est un révélateur ou un accélérateur d'une certaine forme d'intégration à la société. Les différentes contributions de ce numéro permettent donc d'explorer de manière concrète comment envisager les différentes facettes de l'intégration par l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. Apprendre une langue pour acquérir des compétences générales à l'écrit et à l'oral, pour s'insérer socialement et culturellement, et enfin professionnellement. Les diplômes de langue requis pour l'obtention d'un titre de séjour, A1 pour une carte annuelle en France et A2 pour une carte de résident, mettent l'accent sur un français de première nécessité,
essentiellement centrée autour de situations de la vie quotidienne et faiblement tournée vers le monde professionnel. Or, les compétences requises dans le monde du travail, même pour des emplois à faible qualification, ont fortement évolué et sont de plus en plus demandées des compétences à l'écrit, quel que soit l'emploi concerné, même considéré comme manuel. Le rapport de 2013 sur l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants pointe bien ce manque essentiel de la formation linguistique proposée dans le cadre de l'ancien CAI, trop général et peu suffisamment axé sur la société. Les auteurs du rapport invitent le gouvernement à faire de la formation linguistique un axe stratégique de la formation professionnelle. Il s'agit alors de développer davantage les compétences d'adaptation professionnelle des publics migrants en enseignant un français qui n'est finalement pas éloigné de ce que l'on appelle le français langue professionnelle, Mourlon Dali 2008, destiné à un public faiblement qualifié et faiblement scolarisé, parmi lesquels les populations migrantes. C'est dans cette démarche de didactique professionnelle, adaptée, entre autres, au public migrant que Magali Usianicia présente ici l'exemple de la conception d'un lexique spécifique des métiers de la propreté. Pour conclure, nous voudrions mettre en valeur les défis que représente l'enseignement du FLE au public migrant. Plus peut-être que pour tout autre public, il s'agit de décloisonner les pratiques du FLI, FLESCO, FLE, FOS, FOU, FLP, FLM. Les différentes contributions de ce numéro montrent que l'objectif est celui de l'enseignement d'une langue globale, reflet des différentes facettes d'une société, facilitatrice de certaines formes d'intégration. C'est la raison pour laquelle notre numéro se clôt sur un compte-rendu d'expérience de Claire Del Olmo autour de la création d'un livret pédagogique pour mineurs non accompagnés. Ce livret a l'ambition de proposer des contenus d'apprentissage larges et variés qui relèvent du FLI, mais aussi du FLESCO et du FLP, à travers une approche à la fois interculturelle et soucieuse de s'adapter au mieux aux cultures d'enseignement-apprentissage des publics d'apprenants et de formateurs. Bibliographie. Adami Hervé 2009, La formation linguistique des migrants. Paris, CLE International. Adami Hervé, Bretenier Aude et Étienne Sophie accent aigu DS. 2010, Littératie et alphabétisation des adultes, questions théoriques, andragogiques et didactiques. Savoir et formation, recherche et pratique, numéro hors série. Adami Hervé et André Virginie 2013, Corpus et apprentissage du français langue d'intégration, FLI. Revue LINX, numéro 68 à 69, pp 135 à 158. Auger Nathalie 2014, Exploring the use of migrant languages to support learning in mainstream classrooms in France. In Constant Leung, David Little et Pierre Van Avermaet, accent aigu DS, Managing Diversity in Education, Languages Policies Pédagogie. Bristol, Multilingual Matters, pp 223 à 242. Beaco Jean-Claude, Krum Hans-Jürgen, Little David et Talgot Filia, accent aigu DS. 2017, The Linguistic Integration of Adult Migrants. Sommes Lessons from Research. L'intégration linguistique des migrants adultes. Les enseignements de la recherche. Conseil de l'Europe, Berlin de Gruyter-Mouton. Candelier Michel, Coord. 2009. Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. Strasbourg, Conseil de l'Europe. Canu Cécile et Guélou Meriem, accent aigu DS. 2018. Pratique langagière et expérience migratoire. Langage et société numéro 165. Conseil de l'Europe 2001. Un cadre commun européen de référence pour les langues. Paris Didier. Coste Daniel, Auger Nathalie, Cavalli Marissa et Mariella Cosa, 2013, Les langues au cœur de l'éducation. Louvain-la-Neuve, EME. Delahaye Juliette 2013, Constitution et exploitation de corpus d'interaction verbale pour le FLE, problèmes et programmes. Revue LINX, numéro 68 à 69, pp 95 à 114. Étienne Sophie 2008, Créer des parcours d'apprentissage pour le niveau A1.1. Paris Didier. Extramania Claire, 2012, Les politiques linguistiques concernant les adultes migrants, une perspective européenne. Hervé Adami et Véronique Leclerc, accent aigu DS, Les migrants face aux langues des pays d'accueil. Acquisition en milieu naturel et formation. Lille, Presse universitaire du Septentrion. Gloaguin Vernet Nolwenn 2009, Enseigner le français aux migrants. Paris Hachette.
Guernier Marie-Cécile et Rivière Véronique, accent aigu DS. 2012, pratique de formation à la lecture-écriture des adultes en parcours d'insertion. Cahier du Lidil, numéro 45. Huvert Emmanuel, Castellotti Véronique et Lecomte Fabienne 2017. Demande institutionnelle et responsabilité des chercheurs, langue, insertion, pluralité des parcours et des perceptions. In Jean-Claude Béaco et al. Accent aigu DS, l'intégration linguistique des migrants adultes. Les enseignements de la recherche, pp 425 à 431. Leclerc Véronique 1999, face à l'illettrisme, enseigner l'écrit aux adultes. Paris, ESF éditeur. Leclerc Véronique 2007, la formation de base, public, dispositif, pratique. Savoir 2007-2014, pp 8 à 55. Le Breton Émilie 2016, besoins langagiers en formation linguistique pour adultes migrants. Enjeux et limites des processus d'identification. In Fabienne Lecomte édition, adultes migrants, langue et insertion sociale, dynamique d'apprentissage et de formation, Paris, Rive-Neuve édition, pp 109 à 114. Mourlone Dali Florence 2008, enseigner une langue à des fins professionnelles. Paris Didier. Noiriel Gérard 2007, à quoi sert l'identité nationale? Marseille Agone. Pulinx Rénilde et Vanavermet Pied accent aigu DS. 2014, la langue, facteur d'intégration et d'insertion. Revue française de linguistique appliquée, numéro 2-19. Safi Myrna 2006, le processus d'intégration des immigrés en France, inégalité et segmentation. Revue française de sociologie, volume 47, pp 3-48. Vermeau Cécile 2017, Introduction, la migration comme expérience émotionnelle. Migration Société numéro 168-2, pp 15 à 22. Vichéane Coord. 2011, référentiel français langue d'intégration. Direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, et Écrimet formation en ligne. L'enseignement des langues en Belgique. Une enquête auprès de différentes catégories de migrants. Ahmad Wali Ahmad Yar. Centre for European Policy Studies, Belgique. Et Morgane Jourdain. Co-Leuven, Belgique et Université de Lille. Abstract. Contrary to the other article in this issue, our study does not aim at identifying innovative methods of teaching offered to migrants. Rather, we wanted to investigate the state of the teaching of the local language in Belgium to migrants. We tried to assess whether the methods of language class correspond to the needs of the migrant and they are satisfied with the teaching they receive. We carried out 3 in-depth interviews with a European migrant, a non-migrant and a migrant with an international protection status. We determined the characteristics of the teaching they received and the issues they faced. To know whether these were generalizable to other migrants, we set up a questionnaire, basing our question on the answers from the interview. Our study shows that the teaching in language schools in Belgium is form-based and traditional, even though task-based language teaching is regularly found in the literature to positively impact language development of migrants. Condeli et al. 2003, Fanta Wagenstein 2011. Migrants with an international protection status have to retake class levels more frequently than other learners and have problems understanding the teachers. In general, most students of these language schools wish that teaching methods were more task-based. 1. Introduction. 1.1. L'enseignement des langues aux migrants. L'enseignement de la langue locale aux migrants n'est pas une problématique nouvelle en Belgique, mais elle est devenue particulièrement importante compte tenu du flux migratoire actuel, Béret et al., 2013. La littérature sur l'apprentissage de la langue par les migrants tend à montrer qu'il est lié à des problématiques différentes de celles des apprenants d'une langue étrangère dans leur pays d'origine, dans la mesure où les migrants ont besoin essentiellement d'utiliser la langue dans des situations concrètes quotidiennes, Adami et Leclerc 2012. Le principal défi posé à l'enseignement de la langue locale aux migrants concerne l'hétérogénéité de cette population, Béaco et al., 2017. En effet, certains migrants n'ont pas le même niveau d'alphabétisation que les Européens dans leur langue maternelle, Kantzou et al., 2017,
et plusieurs études ont montré qu'ils avaient besoin de méthodologies spécifiquement adaptées à leurs besoins. Par exemple, selon Tranza et Sunderland de 2009, les apprenants ayant des compétences à l'écrit plus développées dans leur L1 apprennent une L2 plus rapidement que les autres. Plus précisément, Marapodi, 2013, a identifié le fait que les adultes n'ayant pas eu accès à une certaine instruction n'ont pas pu développer les mêmes mécanismes d'apprentissage que ceux qui ont été plus loin dans le système éducatif. La littérature sur l'apprentissage de la langue du pays d'accueil par des migrants avec un faible niveau d'alphabétisation a mis en lumière la question de l'efficacité des méthodologies adoptées. Condeli et al., 2003, ont enquêté dans les cours d'anglais langue étrangère aux États-Unis pour un public migrant peu alphabétisé. Les apprenants de leur étude réussissaient significativement plus s'ils bénéficiaient d'explications dans leur langue maternelle, si le contenu des cours était lié au monde extérieur de la salle de classe, si les professeurs utilisaient des méthodes différentes pour introduire chaque nouvel item linguistique et permettant aux apprenants de s'exercer pour se les approprier, et enfin si les apprenants avaient l'opportunité de souvent pratiquer l'oral en classe. Une autre étude de Condeli et Wrigley, 2004, a montré que lorsque les apprenants ont l'opportunité de choisir le lieu et le moment des cours, ainsi que le contenu même des thèmes abordés durant les cours de langue, leur apprentissage était plus rapide. Fanta Wagenstein, 2011, a utilisé ces résultats pour mettre au point une méthodologie d'enseignement de l'hébreu aux migrants éthiopiens en Israël. À partir des problèmes soulevés par les apprenants dans leur vie quotidienne, comprendre un relevé de banque, communiquer avec l'école de leurs enfants, les cours d'hébreu ont été conçus spécifiquement pour y répondre et ont permis aux apprenants d'atteindre un très bon niveau en hébreu. Les études de Condeli et al. 2003 et Fanta Wagenstein 2011 s'appuient sur une approche dite actionnelle dans la littérature francophone CECRL 2001 et appelée Task-Based Language Teaching dans la littérature anglophone ELIS 2003, c'est-à-dire basée sur l'utilisation de la langue pour exécuter des tâches. La lecture d'un relevé de banque, ou les entretiens avec les directeurs d'école dans l'étude de Fanta Wagenstein 2011, constituent donc des tâches pour lesquelles les apprenants mobilisent leurs compétences langagières. Dans la présente étude, nous allons donner, à partir d'une enquête réalisée auprès de migrants, un aperçu des méthodes d'enseignement de la langue actuellement proposées en Belgique, et tenter de déterminer le degré de satisfaction du public migrant, dont le point de vue est très peu documenté vis-à-vis des cours de langue qu'ils reçoivent et du degré de maîtrise qu'ils arrivent à atteindre. 1.2. L'offre de cours de langue aux migrants en Belgique. En Flandre et en Wallonie, les migrants ne venant pas de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et ayant pour objectif de s'établir de façon permanente en Belgique ont pour obligation de suivre un programme d'intégration civique, qui inclut notamment des cours d'éducation civique, une aide à leur insertion professionnelle et des cours élémentaires jusqu'au niveau A2 du CECR dans l'une des langues officielles, EMN 2017A. Ce programme est obligatoire en Flandre et Wallonie, et sera rendu obligatoire dans la région de Bruxelles en 2019, EMN 2017B. Les demandeurs d'asile peuvent commencer leur cours d'orientation sociale 4 mois après le début de leur procédure de demande d'asile officielle auprès des autorités belges, selon l'article 35 de l'acte d'accueil de 2007. Cependant, certains doivent attendre plus longtemps avant d'avoir une place disponible dans un cours d'intégration civique. Les cours de langue ne sont pas organisés par les services d'intégration civique, mais ceux-ci dirigent les migrants vers des écoles de langue avec lesquelles ils ont passé un accord. Selon l'acte d'accueil de 2007, une fois les cours de langue validés, les migrants ne peuvent plus recevoir d'aide financière et continuer les cours tant que leur demande d'asile n'a pas été validée par les autorités. La durée d'attente d'une réponse officielle varie grandement d'un migrant à l'autre, et peut durer entre 6 mois et 3 ans. Les migrants recevant une décision positive peuvent alors recevoir une aide financière des services sociaux belges pour poursuivre leur apprentissage de la langue. Le CPAS, le service d'aide sociale en Belgique, a pour rôle, parmi d'autres, d'orienter les migrants vers des cours de langue ainsi que de les financer. Le CPAS envoie habituellement les migrants avec protection internationale vers des écoles de langue avec qui le centre a des accords, indépendamment des désirs et opinions des migrants, Doshi et al., 2016. Les écoles proposées ne sont pas toujours spécialisées dans l'accueil de ce public,
et les classes sont composées d'apprenants de profils très différents. La Belgique ayant une approche dite d'État-providence active, le CPAS pousse les migrants à apprendre la langue le plus rapidement possible, pour rejoindre le marché du travail sans délai, Villeroquix et de Champfellers 2000, et cette précipitation peut conduire à diriger ces apprenants vers des écoles peu adaptées. En plus des écoles de langue, dans lesquelles les primo-arrivants doivent obligatoirement suivre des cours pour recevoir leurs aides sociales, Dauchy et Al, 2016, Gou 2015 rapporte l'existence d'une démarche d'appropriation du français à travers des activités artistiques en Belgique. Cela se fait par exemple par le biais d'activités théâtrales, menées par une association de Bruxelles en coopération avec l'organisme Alpha Français Langue étrangère, ou même de cours de poterie permettant notamment de lier l'appropriation cognitive et l'appropriation affective de la langue française, Allen et Manceau 2012, et est généralement très bien accueilli par le public migrant, Manceau et Allen 2012. 1.3. But de cette étude. Comme les écoles de langue en Belgique mélangent différents niveaux d'apprenants, nous avons cherché dans un premier temps à déterminer si ces écoles permettent à un public spécifique, les migrants avec protection internationale, de réellement maîtriser la langue locale. En effet, étant donné que la littérature montre qu'il est fréquent que les migrants avec protection internationale aient un niveau d'études inférieur aux Européens, nous faisons l'hypothèse qu'ils auront plus de difficultés dans leur apprentissage de la langue que les autres apprenants. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés aux méthodologies employées par les écoles de langue afin d'identifier leur part d'innovation, en référence notamment à l'approche actionnelle décrite par le CECRL 2001. Nous regarderons aussi si les migrants de notre étude ont pu avoir accès à l'enseignement du français, à travers d'autres activités comme celles rapportées par Gou 2015. Nous confronterons ensuite ces résultats au degré de satisfaction des différentes catégories d'apprenants, afin de déterminer les méthodes qui conviendraient le mieux à leurs besoins. 2. Méthodologie. La présente étude est basée sur 3 types de données. 3 entretiens approfondis avec un apprenant de chacune des 3 catégories. Un migrant de l'UE, un migrant hors UE et enfin un migrant avec protection internationale. 2. 89 questionnaires remplis par des migrants originaires de 31 pays différents. 3. Des recherches documentaires sur les méthodes d'enseignement des écoles de langue en Belgique. Nous avons commencé notre étude avec les entretiens approfondis, afin d'identifier certains obstacles majeurs dans l'apprentissage, et plus particulièrement les défis spécifiques aux migrants avec protection internationale, car il s'agit d'un type de population particulièrement vulnérable. Nous avons également séparé les migrants venant de l'UE par rapport à ceux venant d'autres pays, car les systèmes scolaires des pays européens et non européens peuvent être très différents. Les 3 apprenants sélectionnés avaient suivi des cours de langue dans plusieurs écoles différentes. Nous avons commencé ces entretiens avec des questions très générales sur comment se déroulaient les cours, et s'ils en étaient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.